je vais, quant à moi, vous proposer un peu de revenir sur, en tout cas, ce que j'ai proposé comme étant une lecture autour de la question des territoires de l'habitat participatif. Et Martine Verne nous a rappelé tout à l'heure, en propos liminaire, l'engagement du PUCA aujourd'hui et hier du plan construction très tôt dans les questions de la recherche, mais aussi auprès des acteurs sur comment s'opérer ce regard autour de la fabrication de la ville dans des formes au-delà des formes instituées ou conventionnelles, mais dans des formes qui essaient de mettre en dialogue et en négociation les mobilisations de l'ensemble des acteurs. Pour ce qui me concerne, et en tout cas dans les travaux que les chercheurs contemporains, en tout cas de cette décade écoulée, ont produit sur l'habitat participatif, nous pouvons considérer assez simplement que cette production des chercheurs, qui était d'ailleurs plutôt une production féminine d'ailleurs de chercheurs, considérer que cette production scientifique a suivi le mouvement de la mobilisation des acteurs. On pourrait finalement, d'une certaine manière, et très rapidement, esquisser l'idée qu'il apparaît d'abord un temps 1, au tournant des années 2000, avec l'émergence des dynamiques militantes. Le temps 2, lui, est ou serait celui de la publicisation des revendications dont Strasbourg et la ville de Strasbourg avaient été le lieu et le siège en novembre 2010. Plusieurs d'entre nous étions déjà là. Publicisation des revendications par le saisissement du politique afin de construire une voie vers l'institutionnalisation, institutionnalisation qui, elle, trouve son expression dans la loi Allure. Et donc c'est finalement là, à ce moment-là, l'œuvre commune, pour reprendre dans une autre expression qui est la tienne, de cette construction et de cette co-construction de ce moment très particulier de la loi Allure. Plusieurs d'entre nous y avons participé, soit comme observateurs en ce qui me concerne, soit comme acteurs, voire rédacteurs pour certains d'entre vous. Et effectivement, je pense que tous en gardent un moment tout à fait spécifique de cette construction commune, de cette œuvre commune. Aujourd'hui, nous trouvons dans ce moment que je pourrais qualifier, moi, de post-Allure, et nous assistons à l'avènement de ce que l'on pourrait aujourd'hui espérer ou imaginer être un temps 3, qui serait à sa manière celui de la diffusion. Et donc c'est aussi de cela que nous allons, sur lequel nous allons échanger aujourd'hui. Alors ce processus qui semble, d'une certaine manière, tel que je viens de le décrire, se dérouler selon une parfaite mécanique, nécessite toutefois de revenir par l'analyse aux conditions de son élaboration et à la construction du dialogue entre ce que moi j'ai particulièrement observé, la sphère militante habitante et la sphère politico-institutionnelle. Parce qu'effectivement, si la particularité peut-être de cette configuration-là, c'est l'instauration des éléments du dialogue et de la négociation qui s'opèrent dès le début. Si les dynamiques habitantes et militantes se sont constituées au tournant de ce XXIe siècle autour d'une éthique de responsabilité qui faisait sienne le précepte d'un agir local pour un penser global, elles sont entrées en résonance avec les orientations des collectivités locales en matière d'habitat et d'urbanisme, collectivités locales qui cherchaient alors à donner corps aux prescriptions de l'urbanisme durable, qui pouvait effectivement être vu comme une injonction, mais d'un urbanisme durable pensé au travers de ces formes d'innovation sociale et organisationnelle. La mobilisation de certaines de ces collectivités, dont celle de Strasbourg en premier chef, pour une fabrique urbaine non conventionnelle, leur a permis, selon moi, aussi d'accroître leur position dans un réseau compétitif de villes, à l'échelle nationale bien évidemment, mais aussi dans une vision transnationale, où les gouvernants locaux modernes agissent en véritables managers territoriaux. Dans ce contexte, l'adossement réciproque qui s'opère entre initiatives habitantes et stratégie des gouvernants locaux favorise le partage opérationnel et l'expérimentation de nouvelles formes de projets. Ces projets qui revendiquent de produire autrement la ville mettent en œuvre différents compromis avec les logiques classiques du marché. Ces opérations trouvent leur légitimité dans un discours contre la spéculation foncière et la nécessité d'alternatives urbaines qui renforcent le poids des gouvernances locales territoriales. L'écologie et la solidarité sont convoquées comme référentiels de ces nouvelles pratiques urbaines qui promeuvent, d'une certaine manière, ou en tout cas pour ce que l'on a pu en voir, le circuit court et une forme de la slow city. Toutefois, ces pratiques dites alternatives exigent leur intégration au cœur du dispositif urbain, là où les aménités sont les plus favorables. Ce faisant, elles participent de ce nouvel esprit de la ville que décrit Luca Pataroni
qui, à la manière du nouvel esprit du capitalisme de Boltanski et Chiapello, s'inscrit dans les réseaux et le processus du marché au nom d'un impératif pragmatique de production. La production se développe dans un contexte où la décentralisation de l'action urbaine depuis plus d'un quart de siècle a vu le poids des gouvernements locaux dans la fabrique de la ville et dans la décision urbaine s'accroître jusqu'à en devenir essentiel. D'ailleurs, les propos de Robert Herrmann nous ont bien montré ça tout à l'heure. À l'heure d'une compétitivité territoriale que le tournant néolibéral a généralisée, le local est affirmé comme un élément central de différenciation. Il devient alors une valeur refuge, support des singularités que les gouvernements locaux promeuvent et négocient avec l'État, des fois heureusement, nous dit Robert Herrmann, des fois difficilement, mais avec l'État, mais cette négociation s'opère aussi avec les acteurs économiques et ceux des acteurs sociaux, ou de la société civile pour le dire autrement. Si la décentralisation a marqué un véritable tournant institutionnel et organisationnel dans l'administration des territoires, elle a surtout, nous livre Jouve, remis au centre les élus dans la régulation politique. Et donc, effectivement, je pense que cette question du politique est au cœur de nos débats. Dans cette configuration des rapports de pouvoir, les élus locaux, et particulièrement ceux des grandes métropoles et des grandes villes, sont devenus des acteurs incontournables des dispositifs de négociation de la ville et de sa fabrique. Les dynamiques d'émergence de l'habitat participatif n'ont pas échappé à ce contexte de production, et elles n'y échappent toujours pas, à mon sens, et elles participent à leur manière à la promotion de cette figure du local comme support d'une fabrique urbaine alternative. C'est entre autres autour de cette idée que va se sceller l'alliance, ou une des alliances, entre les habitants et les gouvernants locaux. Ce qui caractérise, de mon point de vue, ces premières démarches, c'est leur inscription dans des espaces métropolitains où le marché immobilier est fortement tendu. L'alternative urbaine se décline alors autour d'une volonté de renouvellement des conditions d'accès au foncier et de renouvellement des cadres de production du bâti par une redistribution du jeu d'acteurs et un positionnement des habitants au cœur du système, de cette fabrique. Si c'est dans ces situations métropolitaines que les premières initiatives au tournant des années 2000 ont vu le jour, nous assistons aujourd'hui, depuis quelques années, à la diffusion du référentiel habitat participatif dans des situations plus variées, où le marché du logement est souvent plus détendu, voire en déprise. Dans tous les cas, la volonté d'inscription dans et par le local reste une constante de ces démarches. Le territoire est alors envisagé, selon la proposition de Di Mio, comme une appropriation à la fois économique, idéologique et politique de l'espace par des groupes qui donnent une représentation particulière d'eux-mêmes, de leur histoire, de leur singularité. Nous pouvons dire ici qu'une des premières figures de ce territoire de l'habitat participatif, pour là construire la thèse que je vous propose, repose donc sur l'existence d'un espace social et d'un espace vécu par appropriation du local. Toutefois, la mobilisation de cette notion de territoire de l'habitat participatif ne peut pas se limiter à l'appropriation du local, selon moi. L'ensemble des situations qui vont nous être présentées tout au long de cette journée, et particulièrement dans cette matinée, nous révèlent que ce qui fait aussi le territoire de l'habitat participatif, et surtout peut-être des questions de l'engagement ou des questions de la participation, c'est l'engagement de ces acteurs à travers des multiples interrelations qui, conjointement, visent l'action et la transformation de l'espace physique, bâti, nous aurions, Stéphane, je pense, et moi, dirions, nous, architectural, social et politique. Et donc, c'est bien au cœur de la question de transformation de cette triple dimension de l'espace que l'action vise. C'est donc un réseau extrêmement dense qui compose cette autre figure du territoire de l'habitat participatif, où se côtoient habitants, militants, politiques, techniciens territoriaux, professionnels du cadre de vie, du cadre bâti, promoteurs, opérateurs sociaux. La liste est forcément longue. Alors c'est donc autour de cette réflexion sur les territoires de l'habitat participatif que nous avons souhaité construire cette journée avec l'idée de faire entendre
le plus largement possible une diversité de situations qui toutes ne relèvent pas, et n'ont pas forcément au cœur premier la production de l'habitat, mais plutôt les conditions d'un faire vivre et vivre ensemble, qui donc cette journée donc il s'agit dans cette journée de faire entendre l'idée donc de cette diversité des situations, d'une diversité des mobilisations et d'actions qui toutes concourent, selon moi et selon nous, je pense, au renouvellement au nécessaire renouvellement de la fabrique urbaine. Et donc, sans plus attendre, je vous propose que nous rentrions dans notre deuxième partie de cette matinée par une série d'exposés que nous allons entendre les uns après les autres, puis après par un temps d'échange et de débat, pour pouvoir voir effectivement différentes situations de mobilisation de la question de la participation et de l'engagement citoyen dans la fabrique, parce que nous on appelle la fabrique de la ville de façon un peu large, et bien évidemment il faut entendre le terme ville comme l'a proposé Stéphane tout à l'heure, et non pas simplement dans l'acception des métropoles urbaines, et de voir comment la diffusion de cette question-là vient d'une certaine manière renouveler d'une part les cadres du politique, mais aussi les cadres de la production et de la production de l'habitat dans ces lieux. Concernant l'implication de la filière en fait, professionnelle et notamment privée, il y a eu quand même des signes d'intérêt souvent, mais avant-hier j'ai eu un appel qui est un signal faible, mais quand même significatif, de promoteurs qui sont groupés pour répondre à un appel à candidature d'un aménagement dans la région de Toulouse, sans qu'il y ait de demande de la collectivité pour du participatif, à ma connaissance, pour répondre sur 200 000 m² de surface de plancher, avec une démarche participative globale et plusieurs opérations d'habitat. Donc que les privés, sans partenaire social, s'investissent sans leur demande publique, aujourd'hui, je pense que c'est un signal très positif.